Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour tout le monde, on est de retour sur le podcast quotidien de Culture Soccer sur le tournoi MLS is back. Aujourd'hui, donc votre hôte Adi Raphaël, je suis rejoint par un des rédacteurs de Culture Soccer, un ami à moi avec lequel on a eu beaucoup de projets, que ce soit dans le passé, les Renards du Soccer, mais aussi on est ensemble consultants à la radio Média Maghreb. Mathieu Lemay, salut Matt, ça va bien aujourd'hui? Salut Eddie, bonjour à tous et à toutes. Je suis très très content d'être en ta compagnie pour cette émission du MLS est de retour, MLS is back sur les ondes de Culture Soccer. Effectivement, mais moi aussi, je suis super content qu'on se retrouve enfin sur ce podcast-là. Peut-être qu'on en fera d'autres dans le futur, mais voilà. Donc, on est là pour parler, bien évidemment, des matchs qui se sont joués le 18 juillet, donc hier. Aujourd'hui, on est le 19 juillet, il est aux alentours de 10h30 le matin. On est en train d'enregistrer ça. Et on a vu, bien évidemment, les matchs hier. Deux gros matchs qui, sur papier, ça avait l'air des matchs quand même assez alléchants, n'est-ce pas, Mathieu? En effet, c'était les matchs du groupe F, celui qu'on avait baptisé le groupe de la mort, avec entre autres les deux équipes de Los Angeles qui s'affrontaient dans le fameux derby El Trafico et Portland contre Houston. Deux des équipes qui ont tout de même qui sont pas demeurées en reste parce que tout le monde pensait que c'était les deux équipes de Los Angeles les favorites du groupe. Finalement, lors du premier match, Houston a trouvé le moyen d'avoir obtenu un match nul contre le LAFC pendant que Portland surprenait le Galaxy. Fait que ça promettait deux bons affrontements hier soir. Exactement, ça promettait de très bons affrontements. Donc, on va débuter, on va rentrer directement dans l'action, mon cher Mathieu. Et on va commencer par le premier match qui se déroulait donc à 8h le soir, heure du Québec, donc aux alentours de 2h du matin en France pour les Européens qui nous écoutent. Et on avait le match entre les Timbers de Portland et le Dynamo Houston. C'était le premier match. On sait déjà que Houston, comme on l'a dit, avait eu le point du match nul face à LAFC dans le premier match. Ils auraient pu avoir les 3 points si jamais ils n'étaient pas relâchés en deuxième mi-temps. Tandis que du côté de Portland, ils avaient vaincu le Galaxy de Los Angeles. C'est une équipe que moi j'attendais vraiment à point dans ce match-là. Je trouve que c'est une équipe très bien préparée par Giovanni Savarese et le fait que c'est une équipe qui joue un peu défensif, je pense que c'est quelque chose qui aide dans un tournoi pareil. Bon, finalement, on a vu que ça a porté ses fruits parce qu'effectivement, Portland s'est imposé sur le score de 2-1. De manière très générale, vraiment en une phrase, Mathieu, est-ce que ce match-là, pour toi, cette victoire 2-1 de Portland, pour toi, c'était logique? Oui, dans un sens, parce que, pour deux raisons. D'abord, c'est que Houston, dans ses moments forts, n'a pas su concrétiser ses chances. Et malgré une domination, d'abord dans les 5 premières minutes, entre autres, et aussi en fin de match, alors qu'il y avait la possibilité de revenir de l'arrière, tout a été bousillé par 2 fautes coup sur coup d'Albert Ellis. On va sans doute y revenir un petit peu plus tard. Oui. Mais quand tu obtiens comme ça 2 cartons jaunes en 2 minutes, donc un carton rouge et que tu es expulsé, après en plus avoir marqué sur penalty et réduire le pointage à un but d'écart, c'est ce qui s'appelle se tirer dans le pied. Et pour moi, en mon sens, l'opportuniste de Portland qui joue très bien son jeu de transition, qui sont fidèles à eux-mêmes. Il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe qui savent ce qu'il faut faire pour gagner ce genre de match. Et d'ailleurs, on le voit, ils ont dominé au niveau des duels, entre autres. Ils ont été très solides lorsque ce fut le temps, notamment dans la gestion des moments forts de l'équipe adverse et quand eux ont eu leurs moments forts. Oui, c'est sûr. Alors, on va rentrer dans les détails du match un peu plus tard, Mathieu. Je voulais juste avoir une impression générale au début. Là. Oui, mais je résumais comme ça. C'est pour revenir donc à ce que je disais, les 2 points qui faisaient que pour moi, Portland, logiquement, était le vainqueur de ce match. Là. Il n'y a pas de. Il y a rien à redire. Là, c'était pas un vol du tout. Là. Non, effectivement, c'était pas du tout un vol. On va commencer comme d'habitude avec les 2 11 de départ. Donc, on commence par les Portland Timbers. Donc, dans les buts, l'excellent Steve Clark. À gauche, on avait Jorge Villafania. En défense centrale, on avait Larissa Mabiala et Bill Tuiloma. Et à droite, Pablo Bonilla.
Au milieu de terrain, on retrouvait Diego Chara et Eric Williamson au milieu de terrain central. C'était dans un 4-2-3-1. Devant les trois milieux offensifs, c'était Blanco sur la gauche, Diego Valeri en tant que numéro 10 et à droite, Yimi Chara et en pointe, Jérémy Ebobisse. Du côté du Dynamo de Houston, on avait Marko Maric, le Croate, dans les buts, Zarek Valentin à droite avec alias Struna et Minor Figueroa au centre de la défense. À gauche, Adam Lundqvist, le Suédois. Au milieu de terrain, dans un 4-3-3, on avait Memo Rodriguez, Mathias Vera et Boniek Garcia, et les trois offensifs à droite, Albert Ellis, à gauche, Darwin Quintero, et en pointe, Mauro Manotas. Il faut dire que Quintero et Ellis ont souvent permuté durant le match, ce qui est complètement logique. T'as pensé quoi de ces deux 11 de départ, mon cher Mathieu? Est-ce que tu pensais, il y a quelque chose qui t'a un peu étonné dans ces deux 11 de départ-là? Non, pas vraiment. C'est vrai que Laris Mabiala n'avait pas joué le premier match, mais étant donné la suspension du défenseur central lors du dernier match, qui était Dario Zuparic, Laris Mabiala a été inséré dans la formation partante, mais comme ça a été un titulaire quand même régulier avec Portland au cours des dernières années, le fait de le retrouver là, pour moi, c'était pas une surprise. Et je dirais, lorsque j'ai vu les formations tactiques des deux équipes, c'était pas mal une formation logique dans les deux cas. Houston joue souvent le 4-3-3 et Portland le 4-2-3-1, et c'est ça qu'on a eu. Sur ce plan-là, il n'y avait pas de grandes surprises. En tout cas, si on prend ça par rapport à d'autres matchs qu'on a vus en MLS là, depuis le début de ce tournoi. D'accord. C'est sûr que Mabiala était là je pense que tu te trompes en Tuiloma et Mabiala, mais Mabiala était là lors du premier match. C'est Tuiloma qui a été inséré pour Zuparic dans cette défense centrale-là. Mais c'est correct, t'en fais pas. Tu avais complètement raison sur le point, c'est que Zuparic, le défenseur central, qui est titulaire depuis le début de l'année avec les Timbers, a été remplacé par Tuiloma. J'ai bien aimé cette défense centrale, mais on reviendra là-dessus. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont étonné, surtout du côté, des deux côtés en fait. Du côté de Portland, ce qui m'a vraiment étonné, c'est le fait de voir Bonilla à droite, qui était à son premier match en MLS, le Vénézuélien de 20 ans. Juste pour mettre au courant, Giovanni Savarese, depuis le début du match, avec juste 4 ou 5 matchs joués pour Portland, il a déjà utilisé 3 latéraux droits. Donc, il y a un gros problème à ce poste-là. Il y avait Moreira en début d'année, avant qu'il s'en aille ailleurs, qu'il retourne à River Plate. Après, il a utilisé Chris Duval, l'ancien Impact de Montréal, et maintenant, il fait confiance à Pablo Bonilla. Donc, déjà, c'était quelque chose que je regardais avec attention. Donc, un troisième latéral droit en l'espace de quelques matchs seulement. Au milieu de terrain, la grosse surprise, c'est Eric Williamson. C'est sa première titularisation, puis c'est pas le joueur qu'on a l'habitude de voir à ce poste-là. Souvent, on a Christian Paredes qui se retrouve là. Donc, c'était un peu étonnant de ce point de vue-là. Du côté de Houston, je suis toujours pas convaincu par cette charnière centrale Figueroa-Struna. Je trouve qu'elle est un peu trop lente. Mais sinon, dans le 11, ça avait l'air assez logique. Même Rodriguez, après son premier match, ça a été quand même... c'était presque une évidence de le voir ici. Le reste, c'est vraiment du classique, comme tu l'as dit. J'étais complètement d'accord, sauf que le point clé dans ce match-là, je trouve, c'était Mathias Vera du côté de Houston, du Dynamo de Houston. Je pense que comme milieu défensif, il aurait fallu avoir un peu plus d'aide de la part de Boniek Garcia pour un peu essayer de contenir la force offensive du côté de Portland. Pour toi, quelles sont les clés du match? Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse par rapport à Mathias Vera? Ou est-ce que tu as d'autres clés du match dans ce match-là? Quelle est ton analyse de cet affrontement? Je suis pas mal d'accord avec ce que tu viens de dire, d'autant plus qu'on sait que Houston, leur point fort, c'est pas la défense, donc on peut se poser des questions sur comment était composée la charnière centrale, mais en même temps, comme ça n'a jamais été leur point fort, la défense. C'est pas quelque chose qui me surprenait peut-être autant. Ensuite, tu as parlé d'Eric Williamson comme titulaire. Moi, je connaissais le potentiel du jeune joueur. On va sans doute en reparler un petit peu plus tard. Bonilla, c'est vrai que ça pouvait paraître une surprise. Mais à Portland, c'est la façon dont on insère ce genre de joueurs dans leur formation.
quand on suit un peu la trajectoire de cette équipe depuis quelques années, c'est pas tant surprenant parce qu'on regarde tout de même une charnière logique. Joseph Savarese, il change pas l'identité de son équipe fondamentalement. Et d'ailleurs, souvent, on se posait par exemple des questions sur Ebo Bissé à l'attaque et il est encore là. On va sans doute y revenir. Et ça, c'est... dans ce que tu dis, je suis quand même d'accord dans la mesure où les forces et les faiblesses des équipes, on les connaît et on avait hâte de voir exactement qu'est-ce que ça allait donner comme confrontation. J'ai un peu de mal ce matin à dire le mot. Mais donc, dans cette confrontation, on avait hâte de voir ce que ça allait donner, mais sans vouloir devancer probablement le fond de ta pensée. Tes craintes en défense centrale sur Houston se sont avérées juste, notamment lorsque Portland a eu ses chances de marquer. Parfait, non, il y a plus de pensée maintenant, on est en pleine analyse du match, donc lâche-toi loose comme on dit au Québec. Moi, j'aimerais parler en fait de plusieurs petits points que j'ai remarqués dans ce match-là. Déjà, une première mi-temps extrêmement typique de Portland. On voit que Houston est beaucoup plus dangereux dans cette première mi-temps-là, mais contre le cours du jeu, comme d'habitude, Portland trouve un moyen de trouver le fond du filet avec un excellent Jérémy Bobissé, un tir vraiment frappe à ras de terre, complètement dans un angle complètement fermé. Est-ce qu'on peut en vouloir à Marko Maric? Selon moi, non. Est-ce que toi, tu penses que le gardien aurait pu faire mieux sur ce match, sur ce premier but-là? Parce que quand même, il est supposé pouvoir fermer tous ses angles, mais je pense que la frappe est tellement précise que c'est très difficile d'en vouloir à Marko Maric. Tu t'en penses quoi, toi? Je suis tout à fait d'accord. Même à la reprise, la frappe avait l'air extrêmement puissante des Bobissé. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de lui, parce que on avait souvent parlé de lui comme étant pas forcément un titulaire indiscutable à la pointe, mais Eba Bissé est en train de faire taire certaines langues. Il a marqué lors du premier match, rappelons-nous, au début du tournoi, et là, il en marque un autre avec une frappe très solide qui n'a pas laissé de chance à Maric, selon moi. Le ballon, juste à la reprise, on voit le ballon passer très rapidement. Maric, son temps de réaction était malheureusement pas assez rapide pour arrêter une frappe de ce type-là. Donc, on ne peut pas blâmer le gardien sur cette séquence. Mais c'est un but, là, c'est un très beau but. Là, même si à première vue, on pense que c'est un but où c'est le gardien qui est fautif, au contraire, c'est plutôt un très beau but des Bobissé avec une solide frappe, comme on n'en voit pas beaucoup. Ouais, effectivement, on n'en voit pas très souvent, mais en tout cas, c'est une très belle pièce de jeu. Mais comme je l'ai dit, je pense que les deux équipes ont l'habitude de jouer en contre-attaque. Donc, il fallait que quelqu'un ait la possession. Finalement, c'était presque du 50-50. Finalement, Portland a fini avec 53% de possession. Donc, on voyait que ces deux équipes-là n'ont pas l'habitude d'avoir le ballon. Et la plupart des attaques dangereuses sont venues sur un contre de l'équipe adverse. C'est quand même assez intéressant parce que j'ai comme l'impression que personne ne voulait ce ballon. On se le donnait un peu pour pouvoir faire un pressing et reprendre le ballon pour réattaquer de nouveau. On l'a vu plusieurs fois. Houston a très bien réussi ça en première mi-temps. On l'a vu souvent avec Manotas, avec Boniek Garcia qui se sont trouvés en très bonne position. On a vu aussi Quintero qui a donné une passe magnifique à Ellis vers la 38e minute. Un arrêt en fait, il a raté complètement Albert Ellis. C'est quand même intéressant de voir ce système de jeu-là qui est basé sur une contre-attaque. Et je pense que si jamais tu veux remporter un tournoi comme ça ou être une très bonne équipe en MLS, il faut que tu puisses jouer de toutes les façons. Oui, tu peux avoir une identité qui est sur la contre-attaque et je pense que c'est Portland qui est beaucoup plus complète de ce point de vue-là en tant qu'équipe. C'est Portland qui est capable de jouer un peu plus en jeu placé et on l'a vu assez souvent dans ce match-là où c'est eux qui ont eu un peu plus de chance en attaque placée contrairement à Houston où toute leur chance était du côté d'une contre-attaque. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce point-là. Ben, peut-être que Houston, dans les 5 premières minutes, ils ont essayé de prendre l'initiative parce que le jeu de transition était beaucoup plus dans l'identité de Portland que celui de Houston. Houston, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que suivre le tournoi, j'avais hâte de voir ce que Houston allait offrir parce que Houston, ils vont jouer la possession à la maison beaucoup plus et c'est pour ça qu'ils sont très dominants. Ensuite, quand ils sont à l'étranger, ils essaient de jouer la transition et cette fois, ça ne leur réussit pas toujours très bien parce que quand on regardait leurs fiches en MLS, ils étaient plus forts à la maison qu'à l'étranger et ça faisait une équipe un peu déséquilibrée quand on regardait leurs fiches. Maintenant, à Orlando, on voulait voir comment cette identité-là de Houston allait s'afficher sous une température qui, certes, est également chaude
et les joueurs sont habitués à ce genre de température, mais peut-être plus humide et moins sec. Alors, moi, c'était surtout sur cet angle-là que je le vois à Houston. Et les premières minutes ont montré que Houston voulait prendre quand même l'initiative. Ils ont voulu marquer les premiers pour forcer Portland à jouer un peu plus le ballon et les mettre en difficulté pour pas que leur jeu de transition, qui est excellent, se mette en place. Malheureusement, comme je l'ai dit, Houston n'a pas capitalisé sur ses chances. Et à cause de ça, Portland, fatalement, c'est souvent le piège dans lequel tu tombes. C'est Portland qui marque les premiers et ça a placé Houston, je pense, dans une mauvaise situation. Et il a fallu attendre seulement quand c'était 2-0, où là, Houston a vraiment tenté de se réveiller, de dominer la possession. Ils obtiennent un penalty, mais c'était un peu trop tard, même si on peut dire que Ellis a puni son équipe dans les dernières minutes. Oui, effectivement, tu as complètement raison. Et quand tu y penses, on a vu que les deux entraîneurs avaient l'air extrêmement préparés à ce match-là. On sait que les deux entraîneurs, c'était deux anciens coéquipiers, hein, pour ceux qui s'en rappellent pas. En 96, avec les New York, New Jersey MetroStars, ils jouaient ensemble la première année de la MLS. Donc, Sovarese en tant qu'attaquant, Tabramos en tant que milieu de terrain. Deux joueurs qui se connaissent très, très bien en tant que joueurs et maintenant en tant qu'entraîneurs. C'est quand même assez drôle de les voir jouer l'un contre l'autre, ayant été coéquipiers dans le passé. Et tu vois qu'ils se sont très, très bien étudiés. On voit, par exemple, et pour moi, la plus belle démonstration de cette analyse, c'est que sur le deuxième but de Portland, on a parlé de l'attaque placée. Effectivement, c'est une attaque placée. Par contre, on n'a pas hésité à faire la longue passe dans le dos de la défense de Houston, parce qu'au milieu de terrain, on voyait qu'il y avait beaucoup de mal, quand tu sautais le milieu de terrain avait beaucoup de mal à revenir en arrière et vraiment couvrir les espaces. C'est effectivement ce qui se passe avec cette passe en profondeur de la part je pense que c'est Tuiloma qui a donné cette passe-là en profondeur. Puis ça a été repris par Williamson sur le côté droit, qui centre à Diego Valeri. Diego Valeri, toujours comme un bon vin, avec l'âge, il est encore meilleur. Il crochette puis il marque. Ce n'était pas Tuiloma, c'était bel et bien Mabiala qui a fait la première passe. Tu as complètement raison. Parfait. Donc, c'est Mabiala qui a donné la première passe à Williamson. Williamson centre en retrait. Valeri, crochet, but complètement sur une frappe vraiment bien placée. Ça montre que Savarese a eu un peu cette victoire tactique sur Tabramos, qui avait vraiment beaucoup de mal à contrer tactiquement cette équipe de Portland, non? Oui, en fait, ça s'est joué au milieu de terrain, encore une fois, je pense beaucoup. En décrivant comment, justement, Portland est parvenu à franchir le rideau du milieu de terrain de Houston, et à ce moment-là, n'avait qu'à affronter cette défense dont on savait qu'elle serait un point faible. Houston a su l'exploiter au bon moment, et c'est ce qui a payé pour Portland, alors qu'au contraire, à l'inverse, le milieu de Portland s'est montré très solide face aux attaquants de Houston lorsque Houston a attaqué. Mais en même temps, d'un autre côté, Houston avait les moyens quand même d'obtenir un résultat. Et c'est pour ça que j'ai mentionné le manque d'opportunisme depuis le début. Parce que Houston, ils ont eu leur chance, mais quand tu rates le cadre ou que tu rates des chances en or lorsque tu as une opportunité qui s'offre à toi, ça finit toujours par te hanter, surtout face à une équipe comme Portland. Oui, effectivement, ils ont eu leur chance, mais pour moi, sur le match en tant que tel, c'était pas non plus une surprise de voir Portland l'emporter. Portland a eu des occasions beaucoup plus dangereuses aussi, là. Effectivement, tout à fait. On a vu ce qu'a fait la force de Portland dans ce match, et c'est pour ça que tactiquement, ils ont été, selon moi, supérieurs aussi. Effectivement. Et si jamais je reviens un peu sur cette défense centrale de Houston Dynamo, qu'est-ce que tu en penses, hein? On a le vétéran hondurien de 37 ans, Maynor Figueroa. On a Struna, le Slovène de 29 ans, en défense centrale. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui... je sais pas, tu as sur le banc quand même de bons joueurs. Tu as Victor Cabrera, l'ancien de l'Impact, qui est là, qui, je pense, aurait été meilleur avec Struna que Figueroa. Ça fait 2 fois que je le dis. Je l'avais dit lorsqu'on avait fait
le résumé du premier match, j'ai comme l'impression que cette défense centrale-là va pas très bien. Struna est très bon. Figueroa, on sent que non seulement il est lent de temps en temps, des fois il est un peu trop agressif. Il aurait pu même avoir un carton rouge avec une grosse semelle sur Pablo Bonilla en première mi-temps, mais vraiment une très très grosse semelle. J'ai été étonné de voir que il n'y a même pas eu de révision de la VAR, parce que pour moi, oui, ça m'aurait pas étonné de voir un carton rouge sur ce tacle-là. Moi non plus. Ça a été un match difficile pour Struna et Figueroa en défense centrale. Tellement que ce matin, avant qu'on enregistre, et pour être sûr que je n'avais pas halluciné, quand j'avais regardé le match hier, je suis allé voir les statistiques des joueurs et Struna et Figueroa sont complètement en bas de la liste dans l'ensemble du match. C'est juste pour te dire à quel point que ces joueurs-là ont été pratiquement en dessous de tout pour une bonne partie de la rencontre. La seule chose qu'ils ont bien faite, c'est au niveau de la relance. Leur pourcentage de passes est quand même assez bonne. Mais au niveau de la couverture défensive, c'était pas ça du tout. Ils ont eu du mal à contrer les contre-attaques de Portland. Mais c'est là que tu vois qu'en MLS, lorsque tu as des espaces et que tu as des équipes qui vont prendre des risques à ce moment-là pour les exploiter et te faire mal, tu as besoin d'avoir des défenseurs qui sont nettement plus solides sur leurs appuis et sur leur base. Même si le tournoi, et ça, j'ai tendance à me répéter quand je dis ça, quand ça fait 4 mois que tu n'as pas joué, ben, tu as des joueurs qui ne trouvent pas leurs appuis ou qui ont souvent de la difficulté. Mais c'est pour ça que je rejoins ton point. Je me pose la question sur la qualité de Figueroa et Struna en défense centrale. Mais même en admettant que ceux qui auraient pu être là à leur place auraient pu faire mieux, je pense que je persiste à dire que c'est pas le point fort de Houston. Et c'est depuis des années que c'est comme ça. Même en allant chercher Cabrera, je ne suis pas certain qu'on ait corrigé à fond ce département-là. Il va falloir que Houston, à un moment donné, lorsqu'on va revenir au recrutement et tout ça, il va falloir je dirais, orienter le focus vers cet aspect-là, parce que si tu veux une équipe avec des bons atouts offensifs, et c'est pas ce qui manque à Houston, je pense que il y a un besoin de renforcer ta défense, parce que les adversaires, en particulier dans l'Ouest, ils ont des munitions offensives pour te faire très mal, et rien que pour ça, tu as besoin d'avoir des défenseurs beaucoup plus solides que qu'est-ce qu'il y a en ce moment à Houston. Tu as complètement raison. Après, bon, tu as dit qu'il y a une offensive très intéressante et tu as parlé aussi du mercato pour renforcer la défense. Très sincèrement, je pense pas que ces joueurs, ces éléments offensifs vont rester très longtemps à Houston. On a vu que Albertelli s'est suivi par beaucoup d'écuries européennes. Même chose pour Mauro Manotas. Donc, va falloir vraiment faire attention au mercato dans les prochains mois pour Houston. Une dernière chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est le nouveau joueur désigné des Timbers de Portland, Jaroslav Niezgoda, le Polonais, qui est toujours pas titulaire. Est-ce que Savarese, pour toi, est en train de prendre le temps de lui donner certains automatismes avec ses coéquipiers ou de lui apprendre un peu le système de jeu, ou est-ce qu'il a l'air déjà déçu? On sait qu'il a juste joué il n'a pas joué encore en saison régulière, il a joué les 2 matchs du tournoi MLS is Back en tant que remplaçant, juste 21 minutes, 10 minutes contre le Galaxy et 21 minutes contre Houston. On n'a pas vu vraiment grand-chose, mais il y a quand même... J'ai quand même trouvé que sur certains gestes, ça a l'air vraiment d'un très bon joueur qui pourrait faire vraiment beaucoup de mal. Il faut dire aussi que Jérémy Ebobisse ne lui laisse pas vraiment beaucoup de place parce que chaque fois qu'il est sur le terrain, il finit par retrouver le chemin du filet. Tu penses quoi de ce nouveau joueur désigné-là, hein? Est-ce que tu penses que c'est déjà un flop ou c'est encore vraiment trop tôt pour décider ce qu'il vaut? Non, c'est vraiment trop tôt. J'ai l'impression beaucoup plus que Ebobisse, qui lui aussi est encore jeune, il faut le dire. C'est un projet sur lequel Portland travaille quand même depuis quelques saisons, même si ça fait pas très longtemps. Mais Ebobisse, là, il est quand même, je pense même qu'il est plus jeune que ce joueur désigné que tu as mentionné, dont j'ai du mal à prononcer le nom. Niezgoda. Niezgoda. Ouais, Ebobisse a 23 ans, puis Niezgoda a 25 ans. Oui, ben c'est ça. Alors, c'est un projet, mais le fait qu'on est allé chercher un joueur comme ça veut dire qu'on ne compte pas forcément sur Ebobisse pour être un titulaire, soit tous les matchs
ou il y a peut-être des configurations où on va vouloir que ce soit Nice-Goda qui soit à l'avant. Mais Savarese a cette particularité, je pense, de ne pas faire entrer des jeunes et de les mettre dans le bain comme ça tout de suite. Et Bob Issei, lui aussi, est arrivé progressivement. Et quand on a vu qu'il performait, là, on lui a donné la chance d'être un titulaire pour voir ce qu'il pouvait donner. Et sans avoir des statistiques exceptionnelles, il répondait je dirais, à l'identité collective du club dans ce qu'il apportait sur le terrain et on l'a maintenu là. Et c'est un projet sur lequel on continue de travailler. Mais comme on sait que c'est pas encore un marqueur de but là, régulier qui va en mettre au fond du filet tous les jours, ben, on a recruté un attaquant à cette fin-là, mais je pense pas que ce soit une grosse dépense là, quand on regarde l'identité de ce joueur-là. Mais ça veut dire aussi, c'est ça le message qu'on envoie à Ebobissé, c'est qu'on a recruté un joueur qui n'est pas forcément un gros nom pour dire on t'écarte. Au contraire, on lui dit regarde, on recrute un autre attaquant parce qu'il nous en faut un autre. Bats-toi. On lui dit bats-toi. Mais on lui dit bats-toi pour ton poste, mais on te fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, Ebobissé, sa réponse, c'est quoi? C'est 2 buts en 2 matchs. Alors, et il a été excellent dans ce match contre Houston. Se montrer solide. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'améliore, je trouve, au fur et à mesure de sa progression. Et il va falloir probablement compter sur lui, peut-être comme, je dirais, pour l'instant, là, à moins d'une blessure ou à moins d'une catastrophe industrielle, ben, c'est lui qui est le titulaire pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que Nice-Goda est un flop. On l'a inséré dans le match à la 68e minute, et alors que le score n'était que de 2-0 à ce moment-là pour Portland. Donc, ça veut dire que on est conscient de l'effort, la température et tout ça. Donc, on veut éviter qu'il se blesse et on permet à Nice-Goda d'avoir des minutes. Donc, c'est pour ça que je pense pas que ce soit un flop. Nice-Goda n'a pas mal fait dans ce match, même s'il n'a pas eu beaucoup de minutes pour faire ses preuves. Mais ça veut dire aussi que c'est Ebobissé qui est le titulaire. Et pour l'instant, il n'y a rien qui laisse croire que ça va changer dans les prochains matchs. Exactement, et il faut dire aussi que Ebobissé peut jouer sur l'aile aussi, donc ça ne veut pas dire que il aurait plus de temps de jeu, même s'il est meilleur en pointe. Bref, pour le côté de Portland, une dernière chose que je voulais discuter dans ce match-là par rapport au match en tant que tel, le carton rouge pour Albert Ellis. Bon, finalement, ça a été 2 cartons jaunes. Le deuxième carton jaune pour une main au visage de la part de Albert Ellis. J'ai trouvé ça très dommage parce que si jamais on revoit la reprise, ben Albert Ellis, oui, il touche le visage de Bill Tuiloma. Par contre, c'est vraiment très, très, très accidentel. C'est vraiment un fait de jeu. Tous les deux regardent le ballon. Ils regardent même pas Tuiloma, donc il hausse sa main. Puis malheureusement, il touche le visage. J'ai pas vraiment trouvé que ça valait un carton jaune pour offrir un carton rouge à Albert Ellis. J'ai trouvé quand même cette décision de l'arbitre Ismail Elfat assez bizarre. Albert Ellis donc ne sera pas disponible pour Houston lors du prochain match. T'en penses quoi de cette décision? Est-ce que tu trouves ça logique? Je peux comprendre le monde qui trouve ça logique. Moi, je serais plus... si je regarde un peu les images, je trouve que c'est un peu trop sévère, selon moi. C'est possible. Tout est possible quand c'est question de carton, ça laisse place à interprétation. Ce que j'ai trouvé, moi, sur la séquence, sur le coup, plus que la main au visage, c'était l'agressivité de Ellis. Alors, oui, on veut que les joueurs soient agressifs, mais probablement qu'à ce moment-là du match, avec la fatigue et tout, et il faut passer à la première faute qu'Ellis avait commis 2 minutes avant. Je pense que l'arbitre a puni l'excès d'agressivité en disant ben, on dirait que mon premier avertissement, t'en as même pas tenu compte, puis tu continues dans cette direction-là. Et même si c'est accidentellement que la main au visage, l'arbitre a peut-être jugé que ça aurait pu être évité s'il avait été ou s'il avait mieux contrôlé son agressivité, peut-être. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été puni. Et moi, je trouve qu'Ellis, quand on regarde son match, je dirais pas qu'il a couru après, mais il y avait peut-être un mauvais karma ou quelque chose dans ce genre-là pour lui parce que non seulement il rate une chance en or d'égaliser la marque en première mi-temps au moment où Houston est dans son moment fort vers la seconde moitié de la première mi-temps, et pas longtemps après le but de Portland en plus. Et après avoir égalisé sur penalty, il fait 2 fautes tout sur coup. Et la première, elle était méritée, il faut le dire. Et moi, je l'ai senti un peu trop agressif. Il n'était pas tout à fait en contrôle. Et je pense que c'est ça qui l'a puni à l'arrivée. Fait que si on veut équilibrer les choses, alors oui, la faute en soi méritait peut-être pas de carton. Mais l'arbitre a probablement jugé, pas juste en fonction de la faute, mais en fonction de ce qui s'était passé 2 minutes avant et de l'agressivité sur le jeu lorsqu'il a foncé sur son opposant.
Et D'accord. c'est Donc, pour ça que pour toi, donc si je comprends bien, pour toi, le premier carton, c'est un carton orange et le deuxième carton, c'est un carton jaune pâle, quoi. Donc, c'est à peu ouais, près ça, ouais, quoi, en ouais, d'autres c'est ça. termes. Ouais, c'est ça, mais j'écoutais les analystes et beaucoup avaient trouvé qu'Ellis était un peu trop agressif et pas très en Ouais. contrôle dans ces minutes-là. Et il mettait son équipe en danger au lieu de, après avoir justement réduit l'écart à un but. Oui, il faut être agressif, mais il faut rester concentré en même temps. Alors, une agressivité mal contrôlée, et toi puis moi, on sait ce que c'est à Montréal. On a déjà vu ça avec l'Impact, et on a vu ça ailleurs aussi. Une agressivité mal contrôlée, ça dessert ton équipe plus que ça le sert. Et c'est ce qui est arrivé, je pense, dans le cas d'Ellis. Et c'est pour ça qu'il a finalement eu son carton rouge à un moment clé du match, alors que Houston avait la possibilité d'aller chercher un match nul. Effectivement, effectivement. Sinon, un dernier point assez, bah, pas vraiment besoin de commenter. Le penalty de Portland est amplement mérité, une main de Villafania. Je comprends pas comment un joueur de foot, maintenant, en 2020, avec la VAR et ainsi de suite, peut se permettre de sauter en l'air. Surtout quand il est dans le secteur défensif avec une main en l'air. Je comprends juste pas qu'est-ce qui passe dans la tête des joueurs pour sauter avec une main en l'air en espérant que, ouais, je vais toucher le ballon, mais personne ne va remarquer. Donc, bref, amplement mérité ce penalty-là. Ah oui, tout Donc, à fait. Même moi, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça, la main en l'air, Villafana? C'est peut-être d'ailleurs le seul joueur de Portland qui a connu des difficultés plus que les autres dans ce match. Si on, ben, il était sur Ellis. Et Ellis, malgré le fait qu'il a un mauvais match, est quand même très, très remuant. Donc, c'est difficile de défendre sur lui. Oui, c'est vrai, mais ça fait rien. Il a quand même connu des difficultés. Le fait que justement sur le penalty, la main en l'air, c'était pas très réfléchi. Je veux bien que ce soit Ellis qui soit près de toi, mais à un moment donné, il y a tout de même un minimum. Mais ça veut pas dire qu'il a connu un mauvais match. Mais s'il fallait en trouver un à Portland, là, je dirais que c'est celui qui a peut-être connu dans le 11 titulaire qui a connu le plus de complications. C'est lui qui a eu le seul avec Williamson, c'est lui qui a eu le seul carton jaune du côté de Portland. C'est lui qui a commis la faute, justement, qui a mené au penalty qui a permis à Houston de revenir dans le match. Et on ne sait jamais, hein, si ça finit 2-2, on parle de ce penalty-là comme un point tournant. Donc, à la main en l'air, et tu l'as dit, c'est quelque chose de flagrant. Et c'est pas la seule main flagrante qu'on a vue là, dans ce tournoi-là du MLS is back. Je sais qu'il y en a qui critiquent la VAR et tout ça. Et c'est vrai que la VAR n'est pas un outil parfait. Personne ne le prétend, même pour ceux qui vont défendre son utilisation. Mais lorsqu'on regarde les paramètres d'utilisation, il arrive des cas où ça devient évident. Et là, c'en était un. Cette main en l'air là, de Villafania, c'était impossible qu'elle échappe à cette caméra de la VAR dans le cas où les arbitres ne l'auraient pas vue. Pour moi, c'était penalty, tu l'as dit, il n'y avait aucun doute là-dessus. Exactement. Donc voilà, et donc voilà pour ce match en tant que tel. J'aimerais que tu me donnes le meilleur joueur du match, comme on fait à l'habitude, et le pire joueur du match, Mathieu Lemay. Ben, moi, en fait, le meilleur, je vais nommer Eric Williamson de Portland, qui m'a grandement épaté au milieu de terrain, dans les deux sens du jeu, que ce soit dans le sens défensif, mais aussi dans la relance offensive. Il a d'ailleurs une grosse passe décisive sur le but d'assurance, tu l'as dit tantôt. Il a été bon, je pense, dans à peu près tous les départements. Moi, c'est une grosse surprise et je ne l'avais pas vu jouer avant ce match-là. Alors, même j'en avais entendu parler de lui. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur du match. C'est lui qui a équilibré pratiquement tout le milieu de terrain, même si c'était peut-être pas sur lui qu'on comptait au départ pour le faire, c'est lui qui l'a fait et c'est lui qui a été, selon moi, la pièce maîtresse de cette victoire de Portland. Maintenant, pour le pire joueur, ben ça, je pense que tu ne seras pas étonné, mais moi, je vais nommer Memo Rodriguez de Houston. Je trouve qu'il a connu un très mauvais match par rapport à ce qu'il pouvait apporter et aussi par rapport à la qualité de ce joueur-là que j'ai pu voir dans d'autres matchs. Il a été en dessous de tout. Ça aurait été facile de prendre un des deux défenseurs centraux, mais Memo Rodriguez n'était pas dans son match. Et d'ailleurs, c'est en le substituant à la 61e minute que Houston a trouvé ses meilleurs moments offensifs, comme quoi son apport a été très négligeable, sauf peut-être dans les 5 premières minutes. Il a même trouvé le moyen d'avoir un carton jaune, une faute inutile pour moi. Pour moi, c'était vraiment le pire joueur du match. Et pour Houston, si ce joueur-là, justement, avait été meilleur, peut-être que Houston aurait obtenu un résultat différent, justement.
Effectivement, bah écoute, deux très bons choix. Moi, j'ai choisi deux joueurs différents. Pour le meilleur joueur, j'ai choisi Diego Chara. J'ai trouvé que même si on a vu un très bon Blanco, on a vu un très bon Valéry, on a vu un bon Yimi Chara, son frère, mais j'ai trouvé que Diego Chara, à plusieurs reprises, non seulement il a fait les bonnes récupérations, il a fait aussi les bonnes fautes, des fautes intelligentes, et aussi dans ses passes, souvent, il a pu casser deux lignes par la passe, mais pas juste une ligne. Donc, il cassait la première ligne de milieu de terrain qui sont les milieux offensifs et la deuxième juste avec une passe, pas spécialement une longue passe en profondeur, une passe élevée, mais plus une passe à ras de terre. On l'a vu à plusieurs reprises. Je trouve que ça a été le patron au milieu de terrain pour cette équipe des Timbers. Donc, Diego Chara pour moi, de Oui, ce ça point de reste un bon vue-là. choix. Oui, Et t'as du raison, côté ça reste un de, bon choix. 96,2% de passes réussies pour un milieu défensif. Ça rappelle les meilleurs stats d'un Osvaldo Alonso à peu près à la même position. C'est un bon choix aussi, c'est vrai. Effectivement. Et du côté du pire joueur du match, ben je vais étonner personne. C'est bien Maynor Figueroa. Pour moi, non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils soient encore titulaires On au avait sein de l'embarras cette du choix pour le défense-là. pire joueur, je vais être franc. Là. Ouais, On, c'était assez difficile, mais pour moi, il aurait même mérité. Ça aurait été peut-être sévère un carton rouge direct, mais j'aurais pas été étonné non plus le carton rouge direct sur son tacle sur Bonilla en première mi-temps. Donc voilà, pour moi, Figueroa, c'est vraiment ah celui oui. qui m'a le plus déçu de ce point de vue-là. On passe au prochain match. Le prochain match, c'était le fameux El Trafico, le fameux duel angélien entre le LAFC et le Galaxy de Los Angeles. Un gros duel. On s'attendait à tout dans ce match-là parce que depuis que ce match-là existe, ça fait maintenant 2 ans, c'est chaque fois des duels assez intéressants à voir. Magnifique pour les neutres, hein, ceux qui sont neutres, ils adorent voir ce genre de match-là. Et vu que toi et moi, on était neutres, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de fun à regarder tout ça, n'est-ce pas, Mathieu? Ah oui, ça a été super agréable comme match. Surtout comme ça, en fin de soirée, là, on pouvait pas rêver mieux comme affrontement. Et on a eu des buts. On s'attendait à ce qu'il y ait des buts, puis on en a eu. On en a eu pour notre argent. Et je trouve aussi, mais peut-être que je devance un peu ma conclusion de ce match, quoique c'est pas très important que je le dise maintenant. On a une idée, je crois, de l'orientation vers où ces deux équipes se dirigent, non seulement par rapport à cette rivalité, mais aussi par rapport globalement à, je dirais, par rapport à la MLS et leur situation dans la Ligue au moment où on se parle. On a une idée, là, je pense, ça peut, évidemment, tout peut changer, hein, il n'y a rien d'irréversible, mais on a une petite idée vers où LAFC s'en va et où le Galaxy s'en va à partir du résultat de ce match. Parfait. Ben, je vais te laisser développer ce point de vue plus tard. Maintenant, on commence bien évidemment par les 11 de départ de ces deux équipes-là. Beaucoup de surprises dans ces 11 de départ. On commence du point de vue du Galaxy. Il faut qu'on précise que Chicharito, donc Javier Hernandez, était blessé. Donc, il sera blessé pour 3 semaines d'après ce qu'on entend. Donc, l'entraîneur Schelotto avait mis David Beckham dans les buts, donc rien de surprenant de ce point de vue-là. Du côté droit, Rolf Felcher, le Suisse vénézuélien. En défense centrale, Daniel Steres, Giancarlo Gonzalez. À gauche, Emiliano Insua, l'Argentin. Au milieu de terrain central, Perry Kitchen, Joe Corona. Les deux milieux offensifs, c'était Julian Araujo, Emile Coelho. Et en attaque, on avait Sébastien Niedjet et Christian Pavone. Niedjet qui tournait un peu autour de Pavone. Assez bizarre, un 4-2-2-2 comme formation pour Guillermo Barros, bon, qui se transformait souvent en 4-4-2. Du côté de LAFC, on avait dans les buts Pablo Cisniega, à droite, Tristan Blackman. En défense centrale, Dejan Miljakovic, Eddie Segura. À gauche, Diego Palacios. Au milieu de terrain, Latif Blessing, Edouard Atuesta et Marc-Anthony Kaye. Et en attaque, les trois attaquants. Donc à gauche, Diego Rossi. À droite, Brian Rodriguez. Et en pointe, le magnifique Bradley Wright Phillips. T'as pensé quoi de ces 11 de départ-là? Ah bon, on avait droit à plusieurs surprises. Bon, Blessing qui jouait à un poste un peu plus reculé qu'à l'habitude. Mais moi, c'est surtout la formation de Schelotto qui a décidé d'opter pour un 4-2-2 et qui a opté pour des joueurs plus physiques,
que l'habitude. Et je pense qu'il se disait que la meilleure façon de contrer LAFC, c'était d'avoir une plus grande densité, mais de les placer en 4-2-2 puis de donner les ailes comme ça aux joueurs de LAFC, ça m'avait surpris un peu. Je suppose qu'il s'est dit qu'ils n'approcheraient pas la surface en couvrant tout le centre du terrain avec des joueurs comme Coelho, Arroyo, Corona et aussi, bien sûr, Perry Kitchen. Ça, c'était pas une surprise, mais d'opter pour une formation comme ça, je trouvais ça assez audacieux. Est-ce que c'était parce que, justement, Chicharito n'était pas là qu'il a décidé d'y aller avec une formation comme ça? Il a décidé de garder Sasa Kleshtan sur le banc, entre autres, mais c'est vrai qu'il est sur une pente descendante. Et quand tu regardes, d'ailleurs, au niveau de la profondeur de banc du LA Galaxy, ben, il s'est peut-être dit que c'était mieux de miser, justement, avec cette raison-là supplémentaire pour une formation physique. Ça aurait pu marcher dans les premiers instants du match, mais on a vite vu que LFC a trouvé la parade et a su exploiter justement les espaces donnés sur les ailes pour construire le jeu comme ils en sont capables, et aussi à un moment donné de voir que lorsque l'énergie des joueurs du Galaxy tombait, ben là, ça leur a profité. Donc, il y avait peut-être un petit peu plus du classique du côté du LFC, même si Blessing, j'étais surpris de le voir là, mais finalement, il a tellement bien joué à ce poste-là aussi que peut-être que ceci expliquait cela, tandis que du côté de LFC, le 4-2-2-2, moi, j'avoue que ça m'avait grandement surpris. Ça avait l'air de bien marcher en début de match, mais après ça, disons que le château de cartes s'est vite écroulé du côté de Chicaloto. Ouais, effectivement. Donc, juste pour préciser à ceux qui se demandent du positionnement par rapport à Latif Blessing, on le sait très bien que ça a toujours été un ailier, mais depuis l'année passée, depuis 2019, on en avait parlé lors du dernier épisode, on le retrouve au milieu de terrain, mais cette fois-ci, non seulement il a joué au milieu de terrain pendant la majeure partie du match, mais dès que Bob Bradley, à un moment donné, a fait un changement, il a remplacé son défenseur central, Dejan Jakovic, à la 57e minute. Il a fait rentrer un milieu de terrain Francisco Ginella, ce qui a fait que Tristan Blackman a glissé en défense centrale et Latif Blessing s'est retrouvé en tant que latéral droit. S'était déjà passé lors du premier match, mais effectivement, c'est sûr que c'est assez surprenant et c'est à ça que faisait allusion Mathieu Levé. On revient un peu sur ces 11 de départ-là. Plusieurs petits étonnements pour moi. Grosse surprise, je comprends que Kenneth Vermeer a fait des erreurs lors du premier match contre Houston. Par contre, après juste un seul match, le remplacer pour Pablo Sisniega, pour moi, c'est quand même assez aberrant de la part de Bob Bradley. À part s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas et que Vermeer s'est blessé ou quoi que ce soit, il ne se sentait pas bien ou quoi que ce soit. Là, c'est différent, mais il était sur le banc. Donc, j'ai trouvé ça assez bizarre. Bon, après, Sisniega n'a pas non plus été transcendant. Donc, peut-être que le prochain match, on reverra Vermeer sur le banc, sur le 11. Du côté du 11, les joueurs de champ, du côté de la LAFC, rien de très surprenant, à part, encore une fois, Bob Bradley qui décide de se passer de Andy Nahar, qui était sur le banc et qui n'a même pas fait une apparition encore avec sa nouvelle équipe. Peut-être qu'il essaye de faire en sorte effectivement de l'incorporer dans le système de jeu avant de le mettre dans le banc. Mais très sérieusement, quand tu as Andy Nahar sur le banc et que tu te retrouves avec un Tristan Blackman en tant que latéral droit qui est pour moi vraiment pas bon du tout, quand tu fais rentrer un milieu de terrain, t'as encore une fois, tu vas mettre Latif Blessing qui est plutôt un milieu de terrain, tu le mets à droite encore. On se demande un peu pourquoi Nahar n'est pas là. Est-ce qu'il est encore blessé? Je sais qu'il avait des petits problèmes physiques, donc c'est peut-être pour ça. Du côté du LA Galaxy, je te rejoins. Très, très bizarre d'avoir vu ce 4-2-2-2 avec des joueurs assez physiques. Tu as parlé de Kiestan sur le banc, mais il y avait aussi Efrain Alvarez sur le banc qui aurait pu être pas mal. Après, il n'y a pas beaucoup de profondeur du côté de LA Galaxy. On en avait parlé la fois dernière avec Raphaël. Il n'y a pas vraiment beaucoup de profondeur. Donc, c'est pas comme s'il avait l'embarras du choix, Schelotto. Mais bon, quelques petites surprises dans le 11 de départ. Donc, commençons par parler de ce match-là en tant que tel. J'aimerais avoir ton avis, ton analyse par rapport à ce match qui a été quand même fou parce que c'est quand même une victoire de Los Angeles FC face au Galaxy de 6-2. Donc, parlons un peu de ce match-là, Mathieu. Oui, ben en fait, comment je l'ai interprété, c'est que le LA Galaxy donc voulait une domination physique pour contrer les joueurs du LAFC et aussi peut-être pour asseoir leur propre situation offensive. Et ça a marché dans les 5 premières minutes. Ils ont même réussi à prendre les devants avec un but contre son camp.
avec une pression. On sait que Skeletto aime bien que les joueurs mettent de la pression sur les joueurs adverses, à la condition que cette pression-là soit haute sur le terrain. Et ça a marché lors des 5 premières minutes. Mais est-ce que c'était parce que les joueurs de LFC ont su exploiter les ailes, comme je te disais tantôt, et en même temps que les joueurs du Galaxy étaient déjà au plan de l'énergie, ils ont vite gaspillé leurs ressources et on a vu que leur pression ne s'appliquait pas toujours. Ben, fatalement, face à une équipe qui a des armes offensives à la pochetée, comme on dit, ben, le LFC est parvenu à créer l'égalité quand même assez rapidement, à provoquer un penalty que Diego Rossi a transformé. Après, le Galaxy aurait pu prendre l'ascendant dans ce match-là parce qu'ils sont revenus sur leurs fondamentaux et ils ont trouvé le moyen d'aller chercher le deuxième but. Un deuxième but important quand même. Je pense qu'il faut le souligner. Ils ont trouvé une façon de peut-être semer un peu le doute dans les esprits du LAFC, sauf que l'un de leurs principaux défauts, selon moi, et c'est un peu comme Houston, c'est au niveau défensif. Et il a fallu une gaffe monumentale après une bonne frappe. Steres qui rate le rebond et ça a permis à Rossi de marquer, selon moi, le but qui a été le point tournant du match. Un but égalisateur avant la pause de la mi-temps. À mes yeux, ça a permis à Los Angeles là, de carrément, si on veut, mentalement reprendre l'ascendant sur le LA Galaxy parce que tu sèmes le doute lorsque tu rentres au vestiaire. Alors oui, au retour des vestiaires, Pavon aurait pu faire mal à nouveau à Los Angeles FC, mais ça aussi, ça a été un autre point tournant. Son but est hors jeu et quelques minutes plus tard, c'est Los Angeles qui marque et ils n'ont jamais regardé en arrière après. Et on a vu comment, là, du côté du Galaxy, là, la fatigue elle était vite dans les jambes et comme là, Los Angeles empilait les buts, ben là, ça c'était devenu de plus en plus mentalement comme ça. Puis on a l'impression que finalement, le Galaxy, ils n'étaient pas capables de jouer les 90 minutes, tout simplement. Ça a apparu en première demi, puis ça a apparu encore plus en deuxième. Et quand ils ont eu leur chance de faire mal à LAFC et qu'ils auraient pu le moindrement avoir le contrôle du match, ils ont vite perdu le peu d'avantages qu'ils avaient. Et l'erreur de Steres, pour moi, en fin de mi-temps, c'est quelque chose qui a été un des gros points tournants du match. Écoute, juste à titre d'exemple, Latif Blessing, qui est plus petit que toi et moi, gagnait des duels aériens contre des plus grands que lui sur le terrain une fois qu'il a été déplacé en latéral. C'est te dire à quel point, alors que Skeletto avait mis des joueurs physiques sur le terrain, c'est dire à quel point son pari ne lui a pas servi au bout du compte. Et ça, en quelque part, ben, ça dénote que malgré que les LFC également ont des faiblesses en défense, leurs forces les ont bien servis quand même dans ce match. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Et pour ce qui est du Galaxy, peut-être c'était pas une mauvaise idée de jouer physiquement, mais considérant que tu n'as pas de profondeur et considérant que tu risques de brûler l'énergie de tes joueurs assez rapidement, moi, je me suis dit, ben, on aurait peut-être dû gérer le ballon un peu mieux, trouver une façon de priver LAFC de la possession autant que possible pour s'assurer à ce moment-là un meilleur contrôle de la situation et qui sait les prendre en défaut justement par cette domination physique lorsqu'on attaque. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé et je trouvais que la LA Galaxy avait l'air très ordinaire. Et c'est pour ça que je pense que si la tendance se maintient, le Galaxy se dirige peut-être là, vers une saison décevante. Ils n'ont toujours pas gagné. Hein? Ils n'avaient pas gagné de match en début de saison et là, ils n'ont toujours pas gagné. Et ça semble compliqué. Il y a des joueurs qui jouent en dessous. On sent que ils jouent pas ensemble. Il y a quelque chose qui manque dans cette organisation-là. Alors que LFC, oui, on connaît leurs lacunes, mais ils ont leur identité, ils y sont fidèles, ils savent vers où ils s'en vont. Bob Bradley, il sait ce qu'il fait. Et il y a encore une marche pour qu'ils soient encore plus forts, imagine. Et je dis ça alors que Chicharito et Carlos Vela, les deux meilleurs joueurs de chacune des équipes, n'étaient même pas là, imagine. Ouais, c'est fou. C'était un match, comme tu l'as si bien expliqué, assez bizarre de plusieurs points de vue. Juste pour te mettre au courant, je suis plus petit que Latif Blessing. C'est pas ça le point, mais effectivement, je vois ce que tu voulais dire. Latif Blessing, non, mais je pensais être positif à ton égard. Tu n'étais pas obligé de mentionner ta véritable taille. Là. Je n'ai pas dit ma véritable taille, mais bon, bref. Non, mais effectivement, il est quand même assez petit de taille, Latif Blessing, et le voir remporter des duels aériens, c'est quand même assez compliqué. Par contre, ce que je trouve assez bizarre, moi, de ce point de vue-là, c'est que quand tu regardes le match un peu de manière, sans vraiment rentrer dans les détails, tu te dis que pour une équipe qui aspire à être
l'équipe qui gagne le tournoi ou l'équipe qui gagne la Coupe MLS si jamais, après la saison régulière et ainsi de suite. Il faut quand même qu'il y ait une certaine rigueur défensive. Je comprends que tout est à l'attaque en MLS. Par contre, quand tu vois le Galaxy qui vient d'encaisser 6 buts avec 2 buts avant dans le dernier match, donc ça fait 8 buts en 2 matchs, et que tu vois Los Angeles FC, malgré sa domination offensive et un score de 6-2, ils ont quand même encaissé en 2 matchs 5 buts. Donc tu te retrouves à un moment où c'est très beau tout ça. C'est un excellent match, ce 6-2, magnifique pour les neutres. Mais quand moi je regarde si jamais je me mets dans la peau des entraîneurs Schelotto et Bradley, je me dis que il va falloir que je trouve une certaine perméabilité, imperméabilité en défense, parce que ce n'est pas le cas maintenant. Non, bref, c'est quelque chose qui un peu me dérange et qui un peu me tracasse de ce point de vue-là. Je suis complètement d'accord avec ton analyse par rapport aux 2 points tournants. Le premier point tournant, c'est le but juste avant la mi-temps, donc dans le temps supplémentaire de la mi-temps, où il y a un but effectivement de LAFC. Et le deuxième point de match, c'est effectivement ce but refusé sur hors-jeu de Christian Pavón vers la 55e ou la 56e minute. C'est vraiment très, très drôle parce que il y a ce hors-jeu-là qui est complètement juste. Au fait, j'ai revu les images à plusieurs reprises et c'est complètement juste. Et puis, juste après, sur l'engagement, c'est là où Rodriguez trouve Bradley Wright-Phillips. Bradley Wright-Phillips, on sent qu'il a un peu trop fait avec le ballon. Finalement, il arrive à trouver un certain trou dans le repli défensif de la défense et il arrive à trouver vraiment le coin du filet, un but magnifique, un but de vrai attaquant de la part de Bradley Wright-Phillips qui fait taire tous les sceptiques parce que Wright-Phillips n'a pas eu une bonne année l'année passée avec les Red Bulls. Donc, tout le monde pensait qu'il était fini, le joueur anglais de 35 ans. Finalement, il montre comme quoi il est encore très, très, très bon avec cette équipe de LAFC. Donc ça, c'est les 2 points du match pour moi et tu as complètement raison par rapport à ça. Par contre, j'aimerais que tu me parles un peu de ces 2 défensives. Je veux commencer, tu as parlé un peu de la défensive du Galaxy. On en parle, ça fait 2 ou 3 ans sur Culture Soccer, que ce soit avec mes collègues Anthony ou Antoine, ou que ce soit avec toi, ou que ce soit avec plein d'autres personnes, des invités qui sont venus sur Culture Soccer, comme quoi la défense du Galaxy, c'est vraiment un cauchemar. Par contre, du côté de LAFC, on avait eu l'année passée un Segura Zimmerman où ça allait très bien. On avait peut-être pas un bon latéral droit, mais du côté on avait quand même quelqu'un de pas mal avec Betajour à droite. On avait à gauche Harvey qui était sur le banc avec Los Angeles. Mais on voit une grosse différence du côté de la défense, du côté de LAFC. J'aimerais que tu me parles par rapport à ça et que tu m'expliques un peu ta vision des choses par rapport à la défense du côté de LAFC. Ben, tu as lancé une amorce intéressante par rapport à LAFC. Pour aller chercher Bradley Wright-Phillips, il fallait libérer du salaire et c'est là qu'on a sacrifié Zimmerman. Et Zimmerman, c'était ton meilleur défenseur, je pense. Même si tu n'étais pas un modèle défensif, c'était ton meilleur défenseur et c'est lui qu'on a sacrifié pour aller chercher un attaquant en Bradley Wright-Phillips. Donc, on pouvait se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà suffisamment d'outils en attaque à LAFC pour aller chercher un autre joueur, alors que c'est défensivement qu'il faudrait construire? C'est là-dessus qu'il faut poser la question. En même temps, je pense que pour l'instant, Los Angeles et Bob Bradley assument le fait qu'ils sont une équipe de possession et que leur meilleure défense, c'est de garder le ballon. Alors, c'est tout à leur honneur, mais ils devraient retenir la leçon qu'ils ont été éliminés par une équipe beaucoup plus équilibrée dans les playoffs l'année dernière. Et à mon sens, il va falloir travailler ce département-là. Et ça, d'autant plus que, ça, c'est une chose qu'on a oublié de souligner, mais je le gardais pour plus tard. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mais en première demi, un peu moins en deuxième, mais quand même, on en a vu dans l'ensemble du match. Il y a eu énormément de cartons et énormément de fautes entre ces 2 équipes. Quand on sait qu'il y a du talent pour garder le ballon et tout ça, on se dit qu'il ne devrait pas avoir tant de fautes que ça. Mais comme défensivement, les 2 équipes, ils sont très à court, forcément, ça laisse place à beaucoup d'accrochages. Il y a eu beaucoup de contacts. Et même, à un moment donné, je me suis dit, les esprits vont finir par se chauffer. Pour la rivalité, c'est peut-être bon parce que là, on sent que les 2 équipes se détestent, mais avoir autant de fautes, je me disais, c'est clair que défensivement, ça y était pas.
Et d'ailleurs, tu parlais de Jakovic, il a eu un carton jaune et il n'a pas connu un grand match, mais c'est vrai qu'il avait Pavon à se taper en couverture défensive, c'est jamais facile. Et on sait qu'en MLS, ben, défensivement, confronter des joueurs de talent, c'est jamais facile non plus. Mais quand même, pour Jakovic, qui est quand même pas un genou, c'est peut-être pas ton meilleur remplaçant pour Zimmerman. Il va falloir trouver un véritable chef de file en défense pour resserrer un peu les rangs, parce qu'à un moment donné, tu as bien beau avoir Marc-Anthony Kaye au milieu de terrain et Atuesta pour contrer le jeu adverse au milieu de terrain, mais des fois, les équipes talentueuses vont trouver une façon de passer le ballon au-delà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais un peu étonné que la Ligue Galaxy ne construise pas un peu plus le jeu, ne garde pas un peu plus le ballon pour exploiter cette faiblesse-là davantage. Et je pense que ça les a rattrapés. Éventuellement dans ce match-là, quoique eux aussi, ils ont des problèmes en défense, mais ça aurait été une raison de plus de garder le ballon, à mon avis. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est quelque chose, là, si le LFC aspire à la Coupe MLS, il va falloir s'atteler à la tâche pour solidifier ce bloc défensif, parce que le problème, on le voit, c'est pas l'attaque, c'est pas la possession, puis c'est pas la construction du jeu, bien au contraire. Effectivement, donc j'en avais parlé lors du dernier podcast de Dejan Jakovic, qui est pour moi vraiment le maillon faible de cette défense-là, avec Tristan Backman. Pour moi, c'est vraiment très, très mauvais. Tu as parlé de Zimmerman, le meilleur défenseur de LAFC l'année passée. Oui, il y a égalité avec Eddie Sugura, qui est quand même très, très bon et qui est encore là. Par contre, oui, on a un gros problème en défense du côté de LAFC, puis il va falloir remédier à ça très, très vite, parce que effectivement, on le sent. On le sent. Ils ont remédié au latéral droit. On a, comme je l'ai dit, Andy Nahar, le Hondurien qui est sur le banc, qui vient d'Anderlecht, qui est quand même un des meilleurs clubs en Belgique. Vraiment très, très, très bon club. Donc, bon, ils ont remédié à ce côté-là. Il va falloir remédier à la défense centrale. On a vu Blackman qui a été remis en défense centrale pour Jakovic, et c'est à ce moment-là, quand Blackman a été en défense centrale avec Segura, le Galaxy n'a plus marqué aucun but. Donc peut-être elle est là la solution, mais je trouve que c'est encore trop léger. Il va falloir un autre défenseur central du côté de LAFC. Continuons un peu par rapport à ce match-là. Tu as parlé un peu de la construction au milieu de terrain. Grosse différence entre ces deux équipes-là. Je trouve que LAFC a été excellent en construction au milieu de terrain, contrairement au Galaxy où c'était beaucoup plus difficile, où la plupart des occasions ne venaient pas par vraiment une construction, ça venait par un Yedjet qui lançait Pavon, ça venait beaucoup en sautant le milieu de terrain. Il y avait très peu de mouvements au milieu de terrain, même si jamais on enlève les 30 premières minutes où le Galaxy a été très bon en possession, on a vu de très bonnes choses entre, par exemple, Corona, même Kitchen a fait de bonnes choses, ce qui est assez bizarre depuis qu'il est retourné en MLS parce que c'est plus un joueur du même niveau. Mais si tu enlèves ces 30 minutes-là, le reste du match, ça a été très, très compliqué en construction au milieu de terrain pour le Galaxy, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, Coelho et Arroyo qui jouaient derrière Pavon et Ledjet auraient dû en donner davantage, mais leur pourcentage de passes est très, très inférieur à la moyenne pour des milieux qu'on devait peut-être dire offensifs. Corona a mieux fait, par contre, derrière. Ça, pour moi, c'est une évidence. Par contre, tu l'as dit, Perry Kitchen, ça a été par moments bon, mais globalement, ça restait insuffisant. Et d'ailleurs, sur le premier but, c'est lui qui provoque le penalty. Alors, ouais. Donc, on voit que c'était le risque de mettre une formation physique. Tu risquais de te faire prendre de vitesse. Et LAFC, ben, ils ont été intelligents. Ils se sont dit, ils nous donnent les ailes, on va exploiter cette dimension-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ça finissait par écarter ce 4-2-2-2 du LFC, puis ça créait des espaces après ça au centre quand c'était nécessaire. Et à partir de là, on a su exploiter la ligne défensive du LA Galaxy qui est très, 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 très faible pour aller chercher des buts. D'ailleurs, je veux revenir sur le but de Bradley Wright Phillips. Le défenseur Gonzalez a laissé toute la marge de manœuvre pour que Bradley Wright Phillips prenne son tir. Et je pense que pour un entraîneur qui donne des cours à des défenseurs, on pourrait prendre cet extrait vidéo-là, l'isoler et dire la prochaine fois qu'un attaquant revient un petit peu derrière la surface, ne lui laisse pas l'espace pour qu'il prenne un tir de loin. Et c'est ce qui est arrivé. On a laissé l'espace à Bradley Wright Phillips pour qu'il prenne un tir. Et Bradley Wright Phillips, c'est un joueur d'expérience. Il a marqué plus de 100 buts en MLS. Ne lui laisse pas l'espace pour tirer. Il a pris le tir, il a marqué. C'est ce qui est arrivé. C'est là qu'on a vu un attaquant d'expérience, un vrai de vrai. Et c'est là-dessus aussi qu'on a vu que
à peu près tout le monde en défense du LA Galaxy dans ce match a pêché à un moment donné. On a parlé de Stares tantôt, de Kitchen, et même Felcher a pêché par moment. Et à partir de, en fait, presque tout le monde a pêché dans cette défensive-là à un moment donné ou à un autre, mais en même temps, ils n'étaient pas soutenus par cette stratégie d'essayer de contenir le centre du jeu, parce que le LAFC a su trouver les ajustements et aussi l'énergie. On a senti que les joueurs étaient beaucoup plus en jambes pour briser cette stratégie-là de Schelotto. Et à partir de là, ben, les vannes se sont ouvertes. Puis ça a cessé d'être un match serré à partir du moment où le LAFC avait complètement pris l'ascendant. Et pour moi, c'est pour ça que justement ces erreurs-là, ça a amené au point tournant, comme on disait tantôt, sur le but égalisateur. Parce qu'en repartant à 2-1, probablement que l'orientation du match, les ajustements qu'on apporte sont plus les mêmes et ça devient peut-être un match plus serré. Mais ça a cessé d'être un match serré là, à partir du moment où le LAFC, ils sentaient là, que ils avaient le Galaxy à l'usure. Ils sentaient que les faiblesses, là, on sait ce que c'est, là, on sait où il faut frapper pour faire mal. C'est exactement ce qui est arrivé. Et le Galaxy n'avait pas les moyens de s'ajuster et n'avait pas la profondeur pour répondre à l'énergie des joueurs d'en face. Parfait, tu me lances une excellente transition, la profondeur, on en parle. Bob Bradley a été excellent à utiliser cette profondeur-là. On le voit lorsqu'il y a eu le 3-2, il a senti que vers la aux alentours de la 70e minute, je pense vers la 75e minute, la 71e minute, il a senti que LAFC, son équipe, avait besoin de plus avait besoin de sang frais. On a vu déjà à la 57e minute, on a parlé de ce fameux changement-là avec Francisco Ginella qui est rentré au milieu de terrain. On a vu Latif Blessing glisser à droite et Jakovic sortir avec Blackman qui vient en défense centrale. Mais à la 71e minute, il a fait deux autres changements en remplaçant Marc Atenigue qui a fait un excellent match pour José Cifuentes et après en sortant Bradley Wright Phillips qui avait rempli son mandat pour Mohamed El Mounir. Et c'est drôle parce que ces changements-là, on a senti que LAFC, ça faisait vraiment beaucoup de sens. On voyait encore une certaine homogénéité dans l'attaque et dans la construction qui était quand même assez intéressante avec 3 nouveaux joueurs. On s'entend que Ginella et Cifuentes, c'est de nouveaux joueurs à LAFC. Même chose pour El Mounir. Et puis El Mounir, bizarrement, qui est d'habitude un latéral gauche, il a marqué tout un but sur un but quand même extraordinaire. Bon, il faut dire que Bingham, et je sais pas ce qu'il fait, il regarde le ballon partir, mais je pense pas que la frappe était aussi forte que ça. Je sens que Bingham, je sais pas ce qui est passé par la tête, mais aurait pu faire cet arrêt-là. Enfin, je suis presque sûr qu'ils auraient pu faire de cet arrêt-là. Mais même si Fuentes et Ginella ont été assez bons dans ce match-là quand ils sont rentrés, puis finalement, ça a fini avec, après ces remplacements-là, à la 71e, 75e, le but de Diego Rossi, 80e, le but de El Mounir dont j'ai parlé, puis la 92e, le but de Diego Rossi. Donc, de ce point de vue tactique-là, on a vu aussi un Bob Bradley qui a pris l'ascendant sur son homologue Schelotto. Je pense, et je veux juste une réponse assez écourtée de ce point de vue-là, Mathieu, si possible, mais est-ce que pour toi, il y a eu clairement un ascendant de la part de Bob Bradley sur Schelotto, ou est-ce que c'est pour toi juste la profondeur de banc, ou bien c'est un peu des deux? Ouais, c'est un peu des deux. Je pense que Bob Bradley a clairement vu que Los Angeles Galaxy n'avait plus les jambes. Là, on les voyait, ils étaient beaucoup plus fixes sur le terrain. Et ils étaient souvent sur les talons de plus en plus. Et l'ascendant était déjà pris avant même qu'il y ait le deuxième changement. Le premier changement que tu as mentionné a déjà fait une grosse différence alors que Jakovic était sorti. Et là, on met Blackman en défense centrale et tu déplaces Blessing comme défenseur latéral. Et on a vu son apport d'ailleurs à cette position-là. Moi, ça m'a surpris parce que je ne l'avais pas beaucoup vu jouer comme latéral, mais je trouvais qu'il apportait beaucoup dans son couloir. Et ensuite, là, le deuxième changement, c'était comme un peu la cerise sur le gâteau parce que El Mounir, ça restait un milieu défensif, hein, un peu comme Marc-Anthony Kaye. Et il trouve le moyen d'avoir un espace un peu comme un milieu offensif, et il y va d'une frappe quand même où le ballon ne tourne pas. Ça, c'est rare qu'on voit un truc comme ça. Et je pense que
la façon que la frappe a été livrée a surpris tout le monde et Bingham en premier. Mais un but comme ça c'est quasiment cadeau, mais ça vient confirmer ce qu'on disait, c'est qu'à travers les deux changements, ben voilà, le LA Galaxy n'était plus en jambes, alors que les jambes fraîches que Bradley mettait dans la mêlée, ben ils ont continué à jouer. Tu avais l'impression que LA Galaxy était toujours affamé, puis ils en voulaient encore. Puis c'est ça qui est arrivé à un moment donné. Tout l'espace, on leur donnait pour qu'ils puissent tirer. Pour reprendre une vieille expression, le LA Galaxy avait donné le bâton pour se faire battre à partir de là. Effectivement, tu as complètement raison. El Mounir, comme tu l'as dit, il est rentré en tant que milieu défensif, mais c'est un latéral gauche à l'origine. Par contre, voilà, une belle victoire pour l'équipe de Bob Bradley qui se retrouve avec 4 points. On fait un peu le retour sur ce groupe-là du côté du tournoi MLS is back. Donc, dans ce groupe, on a maintenant, je suis en train de retrouver le classement. Donc, on a le LAFC qui se retrouve second avec 4 points. Les Timbers sont premiers avec 6 points. Le Dynamo de Houston est troisième avec un seul point et le Galaxy avec 0 point. Quand même assez difficile pour le Galaxy. Donc pour toi, mon cher Mathieu, quel est le joueur du match et le pire joueur du match, excusez-moi. Ben, je suis obligé de nommer Diego Rossi qui a marqué 4 buts et qui est maintenant à égalité avec Akinola, le meilleur buteur du tournoi. Il a été dangereux et il marque, selon moi, 2 des buts les plus importants. D'abord, le but qui permet de créer l'égalité avant la rentrée au vestiaire et le but qui permet le 4-2 et qui assomme définitivement les Galaxies. Il a été dangereux dans à peu près toutes les phases du jeu. Et il a même trouvé le moyen d'avoir des passes décisives dans le match en plus. Je pense qu'il est rendu à 2 passes décisives maintenant. C'est un joueur complet. Et en l'absence de Carlos Vela, on se demandait comment ce joueur-là allait réagir. Ben, on a la réponse maintenant. Et c'est ce qui fait que je le choisis le meilleur joueur du match, même si je pense qu'on avait un peu l'embarras du choix avec le Los Angeles FC. Dans le cas du pire joueur, là aussi, on a l'embarras du choix du côté du LA Galaxy. Mais moi, je vais y aller avec Daniel Steres, pas juste à cause de son erreur monumentale qui a coûté cher à son équipe juste avant la mi-temps sur le but égalisateur de Rossi. Mais je regardais sa couverture défensive, ça a été médiocre de bout en bout. Ce joueur-là n'était pas là et ça confirme qu'il y a un département là, au Galaxy sur lequel il va falloir aussi travailler, mais on aurait pu en choisir d'autres. Hein? À peu près tout le monde en défense de LA Galaxy a mal paru, mais j'ai choisi lui d'abord à cause de son erreur, mais aussi à cause de sa performance globale qui a été en dessous de tout. Moi, je le regardais, je pensais au pire jour, par exemple, quand l'Impact de Montréal se faisait démolir et qu'on avait une défensive en gruyère. Ben voilà, ce joueur-là était emblématique de ça, mais on aurait pu nommer d'autres joueurs au sein du Galaxy par rapport aux arguments que je viens de soumettre. Oui, effectivement. Ben, je suis complètement d'accord avec tes 2 choix, en fait. Pour moi, c'est effectivement le meilleur joueur. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est Diego Rossi. J'aimerais juste donner quelques mentions spéciales. En premier, j'aimerais donner une mention spéciale à Marc-Anthony Kaye, qui, même si sur la feuille des statistiques, on voit pas son nom sur aucun début, par contre, c'est toujours celui par qui toutes les passes passaient. On le voyait, il a ouvert le jeu très souvent, il a été extraordinaire. Et je pense que il est tellement important dans le dispositif de Bob Bradley. C'est pour ça qu'il a été remplacé à la 71e minute, où il pensait, Bob Bradley, qu'il voulait changer. Il le sentait, il était un peu fatigué à ce moment-là. Mais il a été monumental, Marc-Anthony Kaye. La deuxième mention spéciale, ça va aller un peu du côté du Galaxy. J'ai beaucoup aimé le match de Joe Corona, qui a été vraiment le meilleur joueur du côté du Galaxy. Puis je pense que si jamais on avait eu 2 ou 3 joueurs qui étaient au niveau de Joe Corona du côté du LA Galaxy, on aurait vu un tout autre match, ce qui n'était pas le cas malheureusement, surtout défensivement. Pour ce qui est du pire joueur du match, je suis complètement d'accord avec toi, Daniel Steres, mais c'est abominable la prestation qu'il nous a offert. C'était quelque chose de vraiment dégueulasse à voir, mais vraiment, je le plains parce qu'il va sûrement avoir des cauchemars cette nuit. En tout cas, il a eu des cauchemars cette nuit et puis j'espère qu'ils vont trouver un certain moyen de revenir un peu dans un meilleur état d'esprit pour le prochain match parce que le Galaxy peut encore se qualifier en tant que meilleur troisième. C'est possible. Il y a cette possibilité-là. C'est sûr que le Galaxy va jouer, je pense, le dernier match contre Houston, tandis que LAFC jouera le match contre Portland pour la première place. Ce sera le 23 juillet.
Donc voilà pour mes choix. Ben, Mathieu, je voudrais te remercier énormément d'être venu à ce podcast quotidien sur la MLS is back. Ben, merci beaucoup. J'ai vu que tu t'es réservé le droit de contourner certaines règles de ta propre émission avec tes mentions spéciales, mais elles sont appréciées quand même. Elles méritaient qu'elles soient soulignées. Mais bon, j'en profitais pour te jeter une petite taquinerie comme ça à la fin. Mais ça a été, globalement, ça a été super agréable de participer. On aura sans doute l'occasion de remettre ça là, éventuellement là, pour la suite du tournoi. Mais c'est un bon groupe hein, à couvrir, franchement. On va de surprise en surprise. C'est Portland qui est le premier à se qualifier, entre autres, pour la ronde suivante avec ces 2 victoires. Donc, je pense que personne n'avait prédit ça d'entrée de jeu lorsqu'on a fait le tirage au sort. Puis j'ai hâte, moi, à la suite des choses. Et tout comme j'ai hâte de pouvoir revenir éventuellement à ton émission. Ben, quand tu veux. Juste pour précision, j'ai pas contourné les règles. J'ai dit que j'ai eu les mêmes meilleurs et pires joueurs. J'ai juste donné des mentions spéciales, non, comme je le fais à chaque épisode. Bref, il n'y a pas de problème. Pour revenir à ça, ben, écoute, oui, moi, tu es le bienvenu quand tu veux, Mathieu Lemay, à cet épisode, à ce podcast-là de MLS is back, ce podcast quotidien. J'espère que vous avez aimé cette émission. À demain pour une nouvelle émission où on parlera des matchs de ce soir, du 19 juillet. Bonne journée et à demain.